Ouais, donc mercredi, ce rendez-vous exceptionnel, ça sera vraisemblablement on va prendre un direct vers 16 heures, j'imagine 16 heures heure européenne, 10 heures du côté du Canada pour vous faire vivre ce moment-là. Ces victimes qui vont venir s'exprimer grâce à l'intervention de deux, et il faut le souligner encore une fois, de deux élus, un républicain, un démocrate, hein, c'est encore plus notable. Ro Khanna du côté démocrate et Thomas Massie du côté républicain qui vont venir s'exprimer. C'est un moment extrêmement important. On a le communiqué de presse. Thomas, si tu peux le montrer. De cette volonté, on verra les médias qui seront là et les médias qui préféreront suivre Donald Trump. Je pense que c'est demain, il va réapparaître, à mon avis, et mercredi, il va annoncer Chicago, dans cet ordre-là. Dans cette conférence de presse, il y aura non seulement des victimes de Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, et vous voyez qu'à chaque fois, c'est précisé comme ça. Hein, c'est important. On va reparler un petit peu de Ghislaine Maxwell. C'est vraiment important de garder ça en tête. Et puis, il y aura également des avocats, Brittany Anderson et Brad Edwards. Brad Edwards, vous l'avez déjà vu, c'est lui qui avait confirmé, et on va en reparler dans quelques secondes, que le fameux Birthday Book, hein, Thomas, tu t'en rappelles? Est-ce que tu peux nous rappeler c'est quoi le Birthday Book? C'était un moment vraiment énorme pour nous. On avait fait tout ça en breaking news. Vous vous souvenez, il y a eu ce rapport, ce scoop, qu'on avait une image, un dessin du Washington Post, un dessin de Trump sur une carte d'anniversaire qu'il avait écrit en poème, dicté en poème, et après écrit à la main, dessiné à la main une carte d'anniversaire très... d'une femme nue. D'une femme nue, voilà. Et que donc ça faisait partie d'un birthday book, d'un cadeau d'anniversaire que Maxwell avait mis ensemble pour Epstein, pour son 50e anniversaire, et que donc Brad Edwards, quand il est venu témoigner par rapport à ça, avait expliqué, c'est très simple, ce birthday book, en fait, il existe, oui, et il n'est pas détruit, il n'est pas dans la possession du gouvernement, en fait, je sais où il est, et avait expliqué que c'était... sur les îles, ou en tout cas les avocats d'Epstein qui avaient toujours ce birthday book. Exactement, ça faisait partie de la succession. Voilà. Il y avait des tas d'autres choses, ça faisait partie de la succession de Jeffrey Epstein, et Brad Edwards précisait qu'il était persuadé que s'il recevait une demande officielle, il serait heureux de transmettre tout ça. Évidemment, c'était clair qu'il avait vérifié avant de dire ça. On va revenir dans quelques secondes sur ce birthday book, parce qu'on a des informations à vous donner qui vont vous montrer l'importance des prochains jours et donc de toutes ces opérations de diversion qui vont être tentées par Donald Trump et son administration pour que l'on regarde ailleurs. On rentre dans une nouvelle phase de cette opération de manipulation. On se rappellera, hein, on va le dire, c'est tellement important et c'est tellement fou, et on a oublié, on est devenu complètement insensible à la force de cette information-là. Donald Trump est dans les dossiers Epstein. Donald Trump est dans les dossiers Epstein, il faut le rappeler. Et donc, Edwards, Brittany Anderson, Ro Khanna, Thomas Massie et une dizaine de victimes de Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein seront présents mercredi. Nous serons là, on va vous faire vivre ce moment en direct. C'est une émission que vous ne voulez absolument pas rater. C'est notre mission de mettre en avant les victimes, on en a parlé, d'autant plus, et on va voir, c'est extrêmement troublant, ça vient d'un article du Guardian de ce matin, ils sont allés interroger plusieurs avocats des victimes. Évidemment, il y en a plusieurs. Brad Edwards est le plus important parce que il en représente plus d'une centaine. La plus jeune avait 13 ans, si je m'en souviens bien, au moment des faits. Et donc, c'est un autre avocat, Spencer Covin, qui explique que non seulement le département de la justice ne l'a jamais convoqué, que le comité
d'enquête, le Oversight Committee au sein de la Chambre des représentants, celui de James Comer, ne lui a jamais proposé de venir témoigner ou que certaines des victimes qu'il représente témoignent. Et c'est quelque chose que l'on entend. C'est la motivation derrière ce qu'organisent Thomas Massie et Ro Khanna mercredi. C'est le fait que on fait tout pour effacer ces victimes-là de l'histoire. Elles n'existent plus. Ghislaine Maxwell et cette fameuse rencontre avec Todd Blanche, le numéro 2 du département de la justice, l'avocat personnel de Donald Trump, a eu plus d'attention médiatique que les témoignages de ces victimes. Je pense ici au Sir Farmer, etc. etc. Et donc, dans ce cadre-là, c'est extrêmement important de donner le maximum d'espace à ces victimes-là. Et c'est là, ce qui est complètement fou, c'est que Spencer Kervin nous dit non seulement je n'ai jamais été contacté, donc c'est un point extrêmement important, mais en plus de ça, lorsque nous avons fait la démarche d'aller contacter ces organismes-là en disant nous souhaiterions parler, ils n'ont jamais entendu de retour à ça. C'est une raison de plus pourquoi demain est si important. Mercredi, excuse-moi, est si important. On le dit, c'est qu'il y a des vraies victimes, il y a des vraies histoires, et à travers tout ce processus, que ça soit depuis Miami, il y a plus de 15 ans maintenant, ou même quand on voit aujourd'hui en 2025, les victimes sont vraiment mises de côté. Les victimes sont mises de côté, et donc c'est pour ça que tous ces petits actes de vaguelettes, de résistance sont extrêmement importants. Je vous en ai montré un qui date il y a quelques jours. C'est quelque chose que cet élu fait fréquemment. On va le voir. Et donc, Thomas, mon écran de contrôle ne fonctionne plus. Donc, ça arrive. Voilà, il faut qu'on essaye d'éclaircir ce mystère parce que c'est assez compliqué de faire cette émission comme ça. Et donc, vas-y, ce tweet-là de cet élu qui est allé plusieurs fois poster la même photo devant le Capitole en expliquant cela fait 36 jours, donc ça c'était le 27 août dernier, ça fait 36 jours que les républicains ont, vous en souvenez, ont fermé le Congrès, en tout cas tout ce qui était possibilité de voter, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait ce vote au niveau du dossier Epstein. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui, c'est que demain, Ro Khanna et Thomas Massie, ce texte que Mike Johnson a tout fait pour empêcher qu'il arrive au vote. On rappelle que Ro Khanna a suffisamment et Thomas Massie ont tous les démocrates qui sont favorables, plus 12 républicains. Il en faut 6. D'ailleurs, on va écouter Ro Khanna à ce sujet-là. Ça doit être discuté dès demain. On écoute Ro Khanna et puis on en parle tout de suite après. I'm very confident it will. I spoke to Congressman Massie. You had us both on a few weeks ago. We will have the petition live on September 2nd. We have all 212 Democrats committed to signing it. He has 12 Republicans. Only 6 of them have to sign it. What will be explosive is the September 3rd press conference that both of us are having with 10 Epstein victims, many who have never spoken out before. They're going to be on the steps of the Capitol. They will be telling their story, and they will be saying clearly to the American public that they want the release of the Epstein files for full closure on this matter. Ouais, cette conclusion qu'il faut toujours rappeler, les victimes souhaitent que les dossiers Epstein soient rendus publics. On garde ça en tête. Et c'est d'autant plus nécessaire que c'est très clairement pas l'intention de l'administration Trump. D'ailleurs, il y a eu, je vous en parlais il y a quelques jours,
des documents qui ont été envoyés de la part du ministère de la Justice à ce comité, à ce Oversight Committee qui avait réussi à forcer un vote. Les démocrates de ce comité-là a réussi à forcer un vote à la dernière minute. Et lorsqu'on voit maintenant l'analyse précise des documents qui ont été envoyés, après la date, hein, on n'a même pas respecté d'ailleurs la date qui avait été demandée. On a passé cette deadline-là en nous expliquant qu'en fait, ce qui a été envoyé, c'est 97% d'informations qui étaient publiques. Et le seul nouveau document, hein, c'est un petit peu moins de 1000 pages et qui apporte strictement rien. C'est la confirmation des documents de rentrée sur le territoire de l'avion de Jeffrey Epstein. C'est la seule chose qu'il y a de nouveau. Et sinon, tout le reste qui a été donné en disant « Regardez, nous sommes l'administration la plus transparente », tout le reste était en fait des documents qui avaient été rendus publics sous la présidence Joe Biden. Et donc, il y a cette volonté aujourd'hui de la part de l'administration Trump, l'élément de langage, on va écouter J.D. Vance dans quelques secondes, c'est de dire non, mais regardez, ça ne sert à rien qu'on fasse plus parce que on l'a déjà fait. Regardez, on a sorti, tous ces documents ont été envoyés aux élus. Encore une fois, ce n'est pas le dossier Epstein, ce ne sont pas les dossiers Epstein, ce sont des documents connus. Regardez, on a rendu public la transcription de Ghislaine Maxwell et de Todd Blanche. On va y revenir. Ça ne sert à rien qu'il y ait ce vote-là. Avant d'écouter J.D. Vance, qui lui va encore plus loin dans cette volonté de réécrire, et ce n'est pas un accident, de réécrire l'histoire de l'affaire Jeffrey Epstein, on va écouter Mike Johnson. Lorsqu'on lui demande qu'est-ce qu'il va faire par rapport à ce vote, et on comprend que demain, ça va être extrêmement intéressant, il va tenter toutes les manœuvres possibles et imaginables pour empêcher, encore une fois, là il ne pourra pas renvoyer du monde en vacances, mais par exemple, de dire non mais ça ne sert à rien qu'on vote sur ce texte-là parce qu'il va tenter de proposer un autre texte juste avant en disant mais regardez, on l'a déjà fait, ça plus Maxwell, plus les documents qu'on vous a déjà envoyés, pourquoi vous faites perdre du temps alors que les Américains ont besoin d'avoir de l'aide sur ci et sur ça? On l'a déjà fait. Tout ça, c'est une stratégie de manipulation. On écoute Mike Johnson, le speaker de la Chambre des représentants. I'm very confident. So the discharge petition from Thomas Massie and Ro Khanna, I hope I'm using the right word, will ripen soon? Well, no, I guess it would if they get the right signature. If they get the signature, but it's now a moot point. It's not even necessary. I mean, you don't think it's going to happen? There may be a floor vote of one measure or another. We have our own resolutions to do all this, but I don't. It's sort of not necessary at the point because the administration is already doing this. They're turning it over. So I don't think that Congressman Khanna and Massie think that yet, at least from what I've heard, and I don't know that the 218 people that they think they have as signatories of that think that either. If they do get the signatures, will you allow that to come to a vote on the floor? We might not even wait for that. We have our own resolutions to affect this same thing, but. The process is playing out as it should, and very soon the American people will have that information, and they should have had it all along. That's my view. But you can't guarantee there'll be a vote on the discharge petition. There probably will be a vote of some sense, but we've got to get everybody collected again and build consensus around that. Listen, Mr. Speaker. Donc voilà, à travers les mots de Mike Johnson, on devine que donc il y a une stratégie d'éléments de langage de dire c'est déjà fait, ce n'est pas nécessaire. Il le répète 3 fois. Il dit ce moot point, ce n'est pas nécessaire parce que l'administration l'a déjà fait ou est en train de le faire. Regardez les documents qui ont été envoyés au Oversight Committee. La volonté de se dire, avant ce vote-là, on va sûrement passer un texte à nous qui fait que ça ne sera plus nécessaire de le faire. Évidemment, le texte n'aura rien à voir avec ce que demandent Ro Khanna et Thomas Massie. C'est une volonté d'étouffer cette demande-là. Et puis, ce qui est extrêmement intéressant, et moi j'attends de voir ça, c'est que
Thomas Massie, gardez ça en tête, lorsque il a fait passer son texte, c'est la procédure, il faut sponsoriser ce texte-là. Ça veut dire qu'on va voir un certain nombre d'élus et certains élus signent leur volonté que cela soit mis au vote. Et pourquoi Mike Johnson avait fermé la Chambre des représentants dans l'urgence? C'est parce que il y avait des élus républicains, 12, qui avaient signé cette volonté que ça aille au vote, dont Marjorie Taylor Greene et Nancy Grace, plusieurs élus républicains. Et donc, d'un coup, il y avait c'était bon, on pouvait voter. Et donc, on arrête tout, on travaille en coulisses, et la dernière chose que dit Mike Johnson, il est très confiant de lui, il se dit, ouais, de toute façon, ça va prendre du temps parce qu'il faut aller retourner vers les personnes. Et en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est pas parce que des gens ont signé qu'ils étaient d'accord en juillet dernier qu'ils sont d'accord aujourd'hui. On va être obligé d'aller vérifier ça, donc des points de procédure. Et puis, c'est pas parce qu'ils ont signé ce document en juillet dernier qu'ils vont certainement voter comme ça aujourd'hui. Donc, ça va être une véritable bataille. Et c'est pour ça que cette bataille-là, Donald Trump ne souhaite pas qu'on en parle. Et oui, ça va être sale, très sale. Hélène, tu as complètement raison. Et donc, on va parler un petit peu de Ghislaine Maxwell parce que c'est extrêmement important, parce qu'on va terminer pour l'instant ce dossier Epstein sur cette une nouvelle extrêmement positive. Malgré tout, on se retrouve tout de suite après. Vous avez compris l'enjeu, rendez-vous mercredi pour cette émission. Merci beaucoup à Maxi Danky, merci beaucoup pour ton message et ton soutien et tous tes commentaires dans le chat ce soir. Alors, on va donc ouvrir une petite partie de ce dossier Maxwell. Vous le saviez, on voulait faire une émission consacrée à l'analyse du transcript. J'ai lu toutes les pages, on en a beaucoup discuté avec Thomas et on n'a pas voulu être complice d'une opération de communication parce que évidemment c'est une opération de communication. Je vous rappelle que c'était évident de toute manière que Ghislaine Maxwell n'allait rien dire qui puisse l'impliquer d'une manière ou d'une autre. Elle est en procédure d'appel au niveau de la Cour suprême. On devrait avoir un avis de la Cour suprême d'ici la fin du mois. Et puis 2, au-delà de ça, elle espère avoir un pardon présidentiel de la part de Donald Trump. Et déjà, ce qu'elle a obtenu, c'est son transfert vers Camp Bryan, ce camp au Texas, réservé aux criminels en col blanc, où les conditions de détention n'ont rien à voir avec une prison. Donc c'était évident qu'elle est dans ce sens-là, mais je voulais aujourd'hui que l'on remette en avant pour vous montrer comment ce gouvernement, cette démarche de Todd Blanche était simplement d'offrir un alibi à Donald Trump et qui n'en était absolument pas intéressé par la vérité, et de rappeler que Ghislaine Maxwell, tu le dis à chaque fois, Cody, lorsqu'on fait des émissions, elle a été condamnée 2 fois, 2 chefs d'inculpation pour parjure, donc pour avoir menti sous serment, et elle ne s'est pas gênée. Donc il faut savoir qu'elle avait un accord
elle avait un accord avec Todd Blanche avant de parler que rien qui serait dit lors de ces 2 journées, c'est passé un jeudi et un vendredi, serait retenu contre elle. Et on va vous montrer juste un petit exemple, parce que je ne veux pas rentrer beaucoup plus dans cette direction-là, mais cet exemple mis en avant par CNN, où à un moment, on va l'entendre, Todd Blanche lui demande s'il y avait des caméras. Vas-y Thomas. So the discharge. And then there's the moment that Maxwell denied knowing about any inappropriate cameras in Epstein's homes. From what you know, you do not believe a camera exists, or a video camera, or a camera that takes pictures inside any of his residences. Correct. Well, we have this image, published by the New York Times, from Epstein's Manhattan townhouse. A surveillance camera. It's mounted in a suite on the 3rd floor. I see that it's small compared to, of course, the crown molding that is intended to hide it. Voilà, donc c'est un extrait qui est extrêmement intéressant, comme quoi vous pouvez apprendre énormément sur les motivations de chacun en quelques secondes. Déjà, il y a la manière dont Todd Blanche va poser la question. Ouais. On peut le voir. Il dit, voilà, il lui demande pas s'il y avait des caméras chez Jeffrey Epstein. Non. Il lui dit, OK, vous ne croyez pas qu'il y a des caméras qui existent. Évidemment, ces caméras sont d'autant plus importantes que les images, on ne les a jamais vues, alors qu'on sait, on vous l'avait présenté dans une de nos émissions de l'enquête interdite, que en fait, ces caméras et les images ont été saisies et font partie de cette partie du dossier Epstein que personne n'a jamais vue. Et donc, on lui pose déjà une question, on lui donne la réponse. Hein, vous voyez que ce n'est pas un travail de procureur, là du tout, pas du tout, il n'est pas intéressé par la vérité. Et donc, elle, évidemment, dit non, les caméras, ça n'existe pas. Les photos que CNN montre, on vous les a déjà montrées ici, ce sont des photos du dossier. Et c'est là, ça renvoie du coup, non seulement elle ment, parce que les caméras, il y en avait de partout, aussi bien à New York que dans les îles Vierges, où il avait sa fameuse l'île de Little St. James. Les caméras étaient de partout, y compris à Palm Beach. D'ailleurs, on sait que les images de Palm Beach ont été même détruites avant que l'on vienne faire la perquisition chez lui. Et on parle de 2008, donc ça veut dire que quelqu'un l'avait prévenu. Et pourtant, Ghislaine Maxwell dit non. Donc, elle ment, ce qui n'est pas une surprise, elle n'a effectivement aucune crédibilité. Et c'est là qu'on voit que Todd Blanche, qui déjà a posé une question qui était volontairement orientée vers la réponse qu'il souhaitait entendre, décide d'ignorer le dossier, parce que s'il connaissait le dossier, il aurait pu la corriger immédiatement, parce qu'encore une fois, les photographies viennent du dossier. C'est pas un journaliste d'enquête indépendant qui a trouvé ça, non, c'est le dossier. Et l'avantage de tout ça, c'est que les seules personnes qui auraient pu corriger à ce moment-là Todd Blanche et Ghislaine Maxwell, elles ont été virées par Todd Blanche 2 semaines avant ce moment-là. Donc forcément, pratique. C'est extrêmement pratique. Je vais vous montrer un autre moment dans cette interview de Ghislaine Maxwell qui est complètement fou. On est le vendredi. Je crois que c'est le 25 juillet. On est le vendredi 25 juillet. Et à un moment, Todd Blanche, au milieu, parce que j'ai lu la totalité, on parle ici de plusieurs centaines de pages, au milieu de questions absolument pas intéressantes, où on se perd dans des détails, gardez ça en tête, absolument pas intéressants. C'est une stratégie habituelle du FBI, on l'a vu sur les grosses enquêtes, comme par exemple celle de JFK, où on va interroger des témoins, et où, par exemple, dans le rapport de la commission Warren, où vous avez des pages et des pages et des pages sur les problèmes dentaires de Lee Harvey Oswald lorsqu'il était adolescent. Et après, on vous dit, mais regardez, on a publié 1000 pages. Oui, bon, forcément, on a publié 1000 pages. Et donc là, c'est un petit peu pareil. Et à un moment,
Todd Blanche lui demande, je paraphrase ici, si les personnes d'importance, les personnalités, y compris politiques, qui entouraient Jeffrey Epstein, étaient là pour des faveurs sexuelles. Évidemment, elle va répondre non, d'autant plus que c'est elle qui en a présenté certains, donc elle ne va pas dire ça. Mais regardez la manière, Thomas, on va lire ces cabinets, je pense, l'article. Voilà. La réponse, on va regarder la réponse de Ghislaine Maxwell qui dit qu'elle ne pense pas. Et là, au milieu de sa phrase, c'est un des moments où elle parle beaucoup, elle dit d'ailleurs, dans cette liste-là, liste qui n'existe pas, mais dans ces personnes qu'il y a là, il y en a plusieurs qui font partie de l'administration Trump et que vous appréciez comme étant vos co-travailleurs et co-workers. C'est quand même énorme de dire, OK, parmi les gens qui fréquentaient, elle parle de qui? Alors, on sait que Jeffrey Epstein était très proche de RFK Jr. C'est une réalité. Mais elle parle de qui d'autre? Vous allez me dire, vous êtes en mission pour connaître la vérité. D'un coup, elle est en train de vous dire que dans l'entourage direct de Donald Trump, il y a des gens qui, y compris des gens que vous appréciez, vous, Todd Blanche, des gens que vous appréciez directement, avec lesquels vous travaillez, faisaient partie de l'entourage de Jeffrey Epstein. Le premier réflexe, c'est de se dire, attendez, question. Say it again. Qui on parle de quoi là? Vous parlez de qui? Vous parlez de quoi? On va voir le reste de la page. Vous allez voir Todd Blanche, décidément très curieux, qui part sur tout à fait autre chose en demandant c'était quand la dernière fois qu'elle a vu Jeffrey Epstein dans le cadre d'un massage. Donc, la mission de vérité, parce que c'est comme ça qu'on va vous le vendre, on va écouter tout de suite J.D. Vance, qui explique encore une fois que de toute façon, il n'y a plus d'affaire Epstein. C'est terminé parce qu'il y a eu cette mission de vérité, c'est de l'escroquerie pure et simple. De l'escroquerie pure et simple. Et c'est en plus grave, on va voir J.D. Vance qu'il essaye, encore une fois, et tout ça évidemment rend encore plus suspect tout, il essaye d'expliquer que de toute manière, cette affaire, elle s'est déroulée sous l'administration Biden. Alors que... Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça s'est déroulé sous l'administration Trump. Trump 1. Epstein a été arrêté et est mort durant l'été 2019. En 2019, ce n'était pas Joe Biden qui était président, c'était Donald Trump. Ce n'était pas Merrick Garland qui était ministre de la Justice, c'était Bill Barr. Mais on essaye d'effacer ça pour éloigner, pour faire cette espèce de cordon sanitaire en permanence autour de Donald Trump. On écoute, c'est ce week-end, c'est l'interview qu'il a faite avec USA Today. On écoute Jeffrey Epstein, on écoute J.D. Vance en pleine séquence de révisionnisme. Vas-y Thomas. Your critics say it's meant to be a distraction from Jeffrey Epstein. Now that you're in power, you say that there is no client list. Why do you think it is that so many of your own supporters don't believe you? Well, I think what the president has said, first of all, is he's told the Department of Justice to do full transparency here, to release what we have, to release the credible information. And I think you saw Todd Blanche just a couple of days ago actually release the 9-hour transcript of interview that he did with Ghislaine Maxwell. What the president has also said is that we've got a whole host of things that we can focus on. You can both order the Department of Justice to do full transparency. You can also ask the Department of Justice
to enforce the law. You can also ask the National Guard to make sure that DC's streets are safe. You don't have to do one of these things or the other. So I don't think that it's a distraction, especially when I think the president has ordered the administration to be more transparent about this than any other issue. Now, yes, I'm certainly aware that there are folks, even some of our own supporters, who have criticized the response of the president, of the Department of Justice. But I think if you look at this in full and you give this the proper amount of time, what you're going to find is that the administration has been far more open and transparent about this issue and many others than any other administration. We have to remember this entire thing happened. This entire story blew up during the Biden administration. The Biden administration had 4 years to release this information. They did absolutely nothing. The president has actually directed his Department of Justice to release whatever information that we can, and also to go further. I mean, to talk to Ghislaine Maxwell for 9 hours to see if there are any other leads that we can uncover to actually identify some crimes that we can prosecute. Donc, au-delà de J.D. Vance et au-delà de ce mensonge de vous expliquer que la mission de Todd Blanche, c'était de voir s'il y avait des autres pistes à aller enquêter et que maintenant on a fait un effort de transparence sans précédent, vous pouvez nous faire confiance, frérot, il n'y a aucun problème. 2 mots, je sais que Thomas, ça a été ta réaction aussi en l'écoutant, c'est à quoi ça sert d'avoir une personne qui pose des questions à J.D. Vance? Pourquoi pas là, qui s'installe face à une caméra sincèrement, et qu'il raconte ce qu'il veut. Ben oui, c'est exactement ça. Il y a, quand là, il vous dit, pendant 1 minute 44, il part dans tout ça en expliquant mais vraiment tout et n'importe quoi, en disant ouais non, ça n'a rien à voir avec la diversion, ce qu'il fait, et qu'après, n'oubliez pas, il faut savoir que tout ça s'est déroulé pendant la présidence Biden. Toute cette histoire est passée pendant Biden. C'est un fait que Epstein est arrêté et mort avant que Biden soit président. C'est un fait que Maxwell, tout ça, c'est des choses, et qu'on est journaliste et on pose cette question d'Epstein, on devrait au moins savoir les dates de la mort d'Epstein, de la date du procès de Maxwell, pour pouvoir dire à J.D. Vance... Ce qu'il faut comprendre, ce qui intéresse les journaux américains, c'est l'accès. C'est le fait de dire que, OK, on a eu une interview exclusive avec le vice-président pour faire le tour des 200 jours de son mandat. Il n'y a que nous qui l'avons eu. Du coup, les médias parlent de nous. Les images, on les voit, tout le monde. C'est la seule chose qui les intéresse. Il n'y a jamais un journaliste ou une journaliste, ou quand ils le font, c'est du bout des doigts, hein, sans vraiment... Et puis, il suffit à l'interlocuteur en face de soit pas répondre, ou soit de partir sur autre chose, ou soit dire non, vous avez tort. Ça s'arrête là, alors que la plupart de ces gens sont des gens intelligents. Je ne peux pas imaginer qu'une journaliste ou un journaliste, quelle que soit leur rédaction, ne soit pas au courant tout simplement de cette chronologie, qu'on ne connaisse pas tous les détails, ou qu'on se dise « Ah ben c'est pas à ma place de remettre en question Todd Blanche ». Serait-il sa place de préciser que Todd Blanche est l'avocat de Donald Trump? Serait-il sa place de préciser au public que Ghislaine Maxwell a été condamnée 2 fois pour parjure, pour avoir menti sous serment? Serait-il la place dans cette interview-là? Mais on ne le fait pas. Et après, on s'interroge, dire, mais comment Donald Trump est arrivé au pouvoir? Comment, Thomas? On va pas ouvrir cette parenthèse qui va nous vraiment mettre au-dessus des 45 minutes, mais c'est frustrant, c'est très frustrant. C'est frustrant. Mais bon, je voulais vous parler d'un autre aspect de l'interview de Ghislaine Maxwell, c'est que évidemment, le gros souci, la grosse ombre derrière tout ça, on sait que Donald Trump a lancé une procédure judiciaire en demandant plusieurs dizaines de milliards de dollars pour diffamation au Wall Street Journal, c'est ce fameux birthday book. Parce que le birthday book, c'est la preuve que Donald Trump connaissait au minimum, était plus proche que ce qu'il veut dire de Jeffrey Epstein, mais qu'en plus de ça, il connaissait les goûts sexuels de Jeffrey Epstein.
Et donc, on ne veut pas que ce document-là soit certifié. Et à partir de là, il y a, de manière éparse, donc j'essaie de vous les regrouper, tous les moments où, il y en a très peu, vous allez voir, lorsqu'on parle de 9 heures d'interview, les moments où Todd Blanche va interroger Ghislaine Maxwell sur ce fameux birthday book. Et vous allez voir que Todd Blanche n'a aucun intérêt à ce que la vérité sorte. Donc, on va voir les questions. On va passer dans ce texte-là. On va surtout voir les réponses de Ghislaine Maxwell parce que c'est affolant. Donc, ça, c'est la première page du document. Donc, c'est l'interview du 24 juillet. Donc, c'est toute la journée du jeudi. Vas-y, Thomas, on avance dans ce document-là. Donc, on a... donc là, on passe dans l'après-midi. Donc, on est le vendredi après-midi. C'est le jeudi après-midi. On est rentré de la pause déjeuner. Et Todd Blanche dit « Ah, j'ai oublié de vous poser quelques questions sur le livre. » Et donc, il dit « J'ai oublié de vous demander quelque chose. » On va voir qu'il parle du birthday book qui est là. Et donc, évidemment, encore une fois, quoi, ça? Toutes les questions sont pour innocenter Donald Trump. Ce sont des questions orientées et ce sont des questions tellement fermées que Ghislaine Maxwell a deux possibilités. Soit elle dit oui, je m'en souviens, soit plus simple, non, je ne m'en souviens pas. Et on reste là. Cette volonté de Ghislaine Maxwell de répondre « je ne m'en souviens pas », ce qui est intéressant, lorsque vous faites le travail d'enquête, vous devez lire la totalité du document. Évidemment, je ne vais pas vous présenter tout ce document-là qui fait presque 400 pages. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur des questions absolument inintéressantes, qui datent d'avant ce moment-là, avant le 50e anniversaire de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell fait preuve d'une mémoire photographique. Elle se souvient, elle raconte en détail l'anniversaire de sa mère. Parce qu'on va dire, regardez, il y a 9 heures de transcription. Oui, mais pendant 20 minutes, elle parle de l'anniversaire de sa mère pour ses 80 ans. Elle se souvient de tout. Quand il faut innocenter Donald Trump, elle se souvient de tout. Et puis, on va voir les différents extraits. Vous allez voir que lorsqu'on arrive à ce moment de parler du birthday book, elle se rappelle de rien. Elle dit oui, je me rappelle, le 60e anniversaire de ma mère, on avait fait ça. Mais bon, est-ce que c'est vous qui avez organisé? Ah, je m'en souviens pas. Est-ce qu'il y avait le mot Donald Trump? Je m'en souviens pas. Et ça va encore plus loin dans son absence soudaine de mémoire, c'est que, et tout ça est acceptable et accepté et encouragé par Todd Blanche, c'est quand on lui demande, mais durant la période de Discovery, la période Discovery, c'est pour la préparation de son procès. Le procès de Ghislaine Maxwell, c'est en 2020. En 2020. Donc, on parle d'il y a 5 ans. On lui dit, mais est-ce que dans cette période de Discovery, parce qu'on sait que dans la période de Discovery, il y avait la copie du birthday book. On lui dit, mais est-ce que vous vous en souvenez de ce qu'il y avait? Ah non, je ne me souviens pas. Il y a 5 ans, je ne me souviens pas, mais je peux vous parler avec détail de ce qui s'est passé il y a 30 ans, de ce qui s'est passé à 40 ans. Et vous avez toute une série, la seule chose qu'elle se souvient, c'est qu'il n'y avait rien sur Trump, en permanence. Et après, tout ça est utilisé par l'administration Trump pour dire « Non mais regardez, on veut être transparent. » On est même allé interviewer Ghislaine Maxwell. Bon, on ne veut pas entendre aucune de ses victimes, mais sur ce point-là, oui. Et regardez, on est allé poser les questions sur le birthday book. Elle se souvient de rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Dans un des extraits, on a vu qu'elle ne blâme pas Biden, mais elle blâme Epstein, qui est encore plus simple de blâmer quelqu'un qui est mort, qui peut rien contredire, et juste de tout blâmer qui était Trump sur Epstein. Donc, c'est vraiment fou que la défense des MAGA, c'est de dire, OK, on va prendre quelqu'un qui participait
Qui est un monstre. Qui est un monstre, qui participait... Qui a déjà eu son procès. Tout ça, tous les problèmes. Quand on parle d'Epstein, on peut dire c'est l'affaire Maxwell-Epstein parce que c'est quasiment la même chose. Et de dire, OK, cette personne-là qui est horrible, qui essaye de sortir de prison et tout ça, dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème. Non. Et donc, je voulais conclure provisoirement. On va le réouvrir, ce dossier Epstein, vous en doutez. On a plein d'émissions à faire sur ce sujet-là. C'est un sujet qui nous passionne, c'est un sujet qui vous passionne. Donc on va le faire comme personne du côté francophone le fait. Évidemment, on sera là mercredi. Abonnez-vous, cliquez sur la sonnette de notification. Mais au-delà de ça, on a plein d'émissions qui vont arriver sur ce dossier-là. C'est hors de question de le laisser tomber. Et donc, je voulais conclure sur quelque chose d'extrêmement positif parce que on a le sentiment, à travers l'interview de Ghislaine Maxwell, qu'elle se souvient de rien. À la rigueur, on se demande si vraiment c'est ce que veut, c'est le doute que veut créer Todd Blanche en disant elle se rappelle avoir collecté, d'avoir demandé à d'autres personnes de le faire, mais elle ne détaille jamais qui. On ne lui demande pas qui travaillait avec elle. Pourquoi on ne demande pas qui travaille avec elle? Parce qu'on le sait avec Brad Edwards, l'avocat, elle avait demandé à certaines de ses victimes de l'aider à collecter certaines informations. Et donc, on en vient au bout de la lecture ou de l'écoute de ces 2 jours de mascarade, à douter que Donald Trump ait vraiment dessiné cette femme nue et fait ce poème à la gloire de Jeffrey Epstein. Ben là, la bonne nouvelle, c'est qu'on va le savoir très très vite. Vas-y Thomas. But we will... This upcoming week, we have actually many of the victims of Jeffrey Epstein coming to Capitol Hill. We're meeting with them. They're talking to lawmakers. We're going to highlight their stories. We've got to center these victims. And I'll just say one other piece of news that actually just developed in the last couple hours is we finally got word from the Epstein estate. They're going to be providing the actual Epstein book, that famous book where that note that Donald Trump drew and doodled to Jeffrey Epstein, his so-called best friend of 10 to 15 years. The Epstein estate is actually going to now get us that book and a bunch of other documents that they have that's actually not been reported yet, reporting it here for the first time. We're going to get those documents, as we understand it now, on September the 8th. And so that will continue our investigation. And again, we ask the question, where are the rest of the documents? What is Pam Bondi hiding? What is Donald Trump hiding? End the cover-up. Let's get to the truth. Voilà, une information énorme pour terminer pour aujourd'hui notre dossier, notre partie sur le dossier Epstein. Le 8 septembre, et évidemment, on va être à l'affût cette journée-là, sur la demande des démocrates du Oversight Committee, les exécuteurs testamentaires de Jeffrey Epstein vont donner le Birthday Book, donc ce fameux document, l'original, le 8 septembre prochain, plus tous les autres documents qu'ils ont dans l'héritage. Et on sait qu'il y a, par exemple, on vous en a parlé, ces fameuses, c'était Michael Wolff qui vous en avait parlé ici, les fameux interviews, les fameux enregistrements vidéo de Steve Bannon avec Jeffrey Epstein. Tout ça, et c'est désormais officiel, le 8 septembre, vont être confiés aux élus qui siègent au sein du Oversight Committee, parce qu'en même temps, comme Garcia le dit, du côté de la part de Pam Bondi, on ne donne plus rien. Et donc, ils ont trouvé non seulement l'autre moyen d'avoir des choses et de se dire que, ben voilà, Brad Edwards avait raison. Tout ça démarre de l'interview de Brad Edwards. Je suis tellement content que l'on soit parti en mode breaking news sur cette interview-là, dont personne en France n'a parlé. Personne en France en a parlé de ce moment-là.
Personne. Nous, on était en direct et on vous a fait cette traduction simultanée de cette interview-là. Elle est toujours visible sur notre chaîne. Hein. Tous nos programmes sont gratuits et disponibles sur YouTube. Et donc, grâce à cette interview-là, il y a eu cette procédure. Et comme Edwards l'a annoncé, les exécuteurs testamentaires de Jeffrey Epstein ont dit pas de problème, on vous envoie tout. Ces documents vont arriver à Washington le 8 septembre. On rentre dans une période entre le vote de demain, la conférence de presse de mercredi où nous serons en direct et l'arrivée de ces documents le 8 septembre dans une période de turbulence pour Donald Trump. Attendez-vous au pire pour que tout ça ne soit pas à la une des médias. À tout de suite.